Ce n'est vraiment qu'une question de volonté. Je pense que c'est plus profond que cela. C'est la question religieuse qui se pose. Parce que ce qui nourrit la volonté, c'est la religion et la spiritualité. Aucun peuple ne peut s'en sortir si la question spirituelle n'est pas reposée quant au fondement. Donc la volonté est corrompue par mauvaise spiritualité? Oui, c'est-à-dire que la spiritualité est une zone affûtée de vigilance de l'esprit. Or, nous ne sommes pas vigilants parce que la question spirituelle n'est pas résolue. Parce que, figurez-vous, si l'État juif a résisté autant, c'est parce que le judaïsme y a beaucoup contribué. Si le monde asiatique, la Chine, le Japon, etc., ont été propulsés jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce que la question religieuse spirituelle a été résolue. Quand vous perdez cette chose-là qu'on appelle la spiritualité, la religion, vous devenez incapable de réagir et d'avoir une volonté séreine, provocante, participatrice et déterminante. Parce que c'est cela la religion. Qui plus est en Afrique, c'est que c'est dans cette religion cachée que se trouve toute la science. Parce que le modèle africain, c'est ceci que le profane et le sacré sont intégrés dans la science. L'Afrique n'a jamais fait de la science sans y mettre la question religieuse et profane. Donc si vous ne dépouillez pas ce fond religieux, vous ne pouvez pas accéder à la science, ni à la détermination. Vous êtes Mbombok, c'est pour ça que vous appelez Mbombok. Oui. Mais en français, comment je vous désignerais? Ce serait comme un imam ou un rabbin. C'est-à-dire que c'est l'équivalent. Le Mbombok, c'est l'équivalent du rabbin, c'est l'équivalent de l'imam, c'est l'équivalent du prêtre, du pasteur. Donc c'est le ministre du culte traditionnel. Sauf que dans les traditions occidentales, la question religieuse a été séparée de la question scientifique et des autres questions politiques. Chez nous, le Mbombok rassemble la totalité. C'est le savant, l'homme de droit, l'homme de culture, l'homme de religion, l'homme de justice. C'est l'érudit en fait. Voilà. En réalité, c'est parce que dans la pensée africaine, c'était comme les pharaons. Il ne pouvait pas être pharaon quelqu'un qui n'était pas savant et à la fois prêtre traditionnel. Voilà. C'est-à-dire que c'est une condition parfaite en Afrique d'être un savant tout en transportant avec soi la question initiatique. Pourquoi? Parce que la visée de l'Afrique, c'était une visée d'harmonie de l'univers. Pour harmoniser l'univers, vous devez savoir ce qui est dans le visible et l'invisible, parce que le visible n'est pas ça l'existant. Aujourd'hui, la physique des particules nous le montre, que ce qu'on croit être invisible a des totalités en soi, qui sont des totalités existentielles et qui participent de l'ordre physique. Donc, du coup, il était difficile de dire non, comme en Occident, parce que vous savez, en Occident, la métaphysique a rejeté la science a rejeté la métaphysique, alors qu'en Afrique, la métaphysique et la science participent d'un seul modèle. Ce qui s'est passé, c'est le paradigme, c'est les sciences de l'esprit. Si nous ne savons pas ce qui se passe dans le cerveau de l'homme blanc, nous ne comprendrons pas pourquoi on en est arrivé là. Le paradigme de l'Occident est fondé sur ce qu'on appelle le modèle de Descartes. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ce sont les fidèles ou ce sont les infidèles. Ce sont les civilisés ou ce sont les indigènes. Son paradigme a pour but de contrôler la vélocité des autres et de les réduire à néant. Parce que si vous ne comprenez pas que l'Occident esclavagiste, depuis la Grèce et même bien plus avant, est fondé sur l'enjeu de la domination comme mode d'être, vous n'aurez pas bien compris ce qui nous arrive. L'Afrique n'a pas comme mode d'être la domination et l'expansionnisme. La domination et l'expansionnisme dont Cheikh Anta Diop nous dit que ça vient du nomadisme ancestral, veut que les peuples qui se sont déplacés ou bien qui ont vécu dans des conditions extrêmement misérables aient le goût du risque et le goût de la guerre. L'Occident est guerrier par essence et il est fondé à être expansionniste. L'Afrique n'a pas été fondée à être guerrière, elle a été fondée à l'harmonie de l'univers, entendue comme deux cycles qui s'affrontent. Le visible et l'invisible, le bien, le mal, le jour, la nuit. Donc il faut trouver une synthèse qui se fait voir dans ce qu'on appelle le tiers inclus. L'Afrique pense que ce n'est pas seulement ça, c'est pas seulement l'autre. C'est pas une vision dichotomique. Pas le tiers exclu. Inclus, oui, parce que l'Occident c'est exclu. Mais le tiers inclus. Inclus. L'Africain estime qu'on peut faire ça, faire aussi l'autre.
ça lui donne un planning extraordinaire qui l'ouvre à l'ordre de l'univers et au respect des autres. On vous soupçonnera de faire un clin d'œil à Emmanuel Macron en France, mais c'était pour rire. C'est ça le paradigme africain. Parce que l'Asie, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire c'est une juxtaposition des contraires qui ne brûle pas l'emphase de l'harmonie. C'est-à-dire que le japonais et l'asiatique peuvent faire selon ce qu'ils trouvent. Mais l'Africain, lui, par essence, l'autre, autrui n'est pas un ennemi. La chose qui vient d'ailleurs est pour lui prenable et acceptable. D'où le fait que notre cerveau est plastique. Le cerveau de l'Occident n'est pas plastique. Si nous voulons donc affronter le développement, nous devons tenir compte de cette rigueur paradigmatique qui veut que l'autre ne sera jamais comme nous et il va toujours nous imposer son universalisme. Du coup, nous devons poser les questions essentielles. Où est-ce qu'on a été battu? Si on ne dit pas où est-ce qu'on a été battu, nous ne rêvons pas de développement. Parce qu'en nous disant où est-ce qu'on a été battu, on attaque les sources de notre défaite. Et deuxièmement, où vont-ils du point de vue de la science? Parce que si nous ne savons pas où l'Occident veut aller, eh bien nous ne pouvons pas raccorder la chose de notre échec et la chose de l'avenir qu'il faut vite rattraper. Parce qu'il s'agit de vite rattraper. Alors, où vont-ils? Aujourd'hui, on appelle ça la science de la complexité. La science de la complexité a pour but de dire que le modèle cartésien qui croyait que les certitudes de l'Occident étaient des logiques fondamentales et fondées en science sont désormais révolues. Depuis qu'on est entré dans ce qu'on appelle le mouvement du désordre brownien, le chaos, désordre cosmologique, les galaxies sont en expansion. On pensait qu'elles étaient stables, surtout Einstein. Désordre thermodynamique, tout bouge, l'univers est en expansion, le froid domine dans les planètes qui sont très loin, très éloignées. L'Afrique pourrait même se déplacer vers ces planètes éloignées, non pas l'Afrique, la Terre. Et du coup, elle-même pourrait complètement disparaître. Parce que l'Afrique a l'avantage de n'être ni trop près du Soleil, ni trop... La planète Terre. La planète Terre, voilà. Donc, nous vivons un moment particulier de l'histoire où le désordre est fonctionnel, y compris dans le comportement humain. Nous sommes régis par deux ordres de valeurs, soit une chose en ordre, soit une chose désordonnée. Et ensuite, après tous ces désordres, vous avez le vrai désordre qui est né dès le début de l'univers. L'univers passe du chaos à la structure. Tout se passe comme si le modèle de l'univers se fait par complexification progressive, d'où l'arrivée de l'homme. Vous voyez donc, l'homme est le dernier maillon dans la chaîne des existences, parce que ce dernier maillon doit lui servir de philosophie pour comprendre où va le monde. Et seule l'Afrique a compris cette philosophie, qui consiste à dire, nous ne sommes pas contre l'harmonie de l'univers, nous devons travailler avec l'univers parce que l'univers est participation et complémentarité. Or, l'Occident nous a amené une donne qui est extrêmement dangereuse. L'homme est maître de l'univers et possesseur des autres choses, des cartes. Si maintenant nous savons que nous sommes les plus avancés, parce que c'est cela qu'il est question, l'Afrique est la plus avancée du moment où la science, la complexité, reconnaît les certitudes que le modèle cartésien a fait naître. Donc du coup, nous sommes dans la science. Puisque nous sommes le seul modèle où la prise en compte de l'univers comme totalité était une manière d'être et une manière de faire la science. Vous voyez, c'est-à-dire, non seulement c'était cognitif, c'est-à-dire, nous sommes nés pour être conformes à l'univers, mais notre science était par essence universelle. Parce qu'il faut mettre à universel le mot univers. Si tu ne fais pas comme l'univers, ta chose t'appartient, elle est subjective, n'en fais pas une chose universelle. Je termine sur le dernier point. Nous avons été battus où? La religion n'a pas été résolue, c'est pour ça que tout le monde peut nous mettre en difficulté. La religion n'est pas... On a donc été battus sur le terrain de la religion. C'est parce que la chrétienté n'est pas entrée en Asie que l'Asie a réussi. Hein. Elle serait entrée là-bas en 1452 comme le missionnaire le voulait, que l'Asie aurait été retardée comme nous. Parce qu'il s'est agi d'un rabotage de la conscience. En plus, il y a la question de la science. Nous avons été battus en science. Ça veut dire quoi être battus en science? Ça veut dire que quand nous répétons le modèle de l'autre, nous ne sommes pas scientifiques. Nous sommes les répétiteurs du modèle de l'autre. Puisque nous, on nourrit son modèle sans nourrir le nôtre. Si nous voulons être scientifiques, nous devons refonder la science qui a été celle du Mali et de l'Égypte. Et là, je reviens à vous. Et enfin,
les institutions. Vous faites les institutions des autres, vous êtes battus. Il nous faut refaire nos institutions. Il a dit 3 choses qui me semblent fondamentales. Un, il a parlé de ce cordon ombilical là. Nous sommes dans les croyances et dans la métaphysique. Nous sommes dans la religion. Étant entendu, certes qu'il ne s'agit pas de religion de type le Coran ou la Bible, mais nous sommes dans la croyance métaphysique. Ensuite, il a parlé de cette capacité de prendre ailleurs. Mais pour prendre ailleurs, il faut avoir pour soi-même. Rationaliser, pas intuitivement. Parce que pour prendre ailleurs, il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Mais comment le cerveau sélectionne-t-il? Le cerveau encode des stimuli. Il sait ce dont vous avez besoin. Mais dès que vous prenez sans que vous sachiez ce dont il a besoin, c'est perdu. Et ensuite, la dernière des choses, dans tous les domaines de savoir, nous devons cartographier les savoirs, leur donner une impulsion, la boîte noire. Voilà la problématique. Il nous faut une boîte noire, comme l'Occident a sa boîte noire cartésienne, comme l'Asie a sa boîte noire bouddhiste, comme Israël a sa boîte noire juive, comme les Arabes ont leur boîte noire islamique. Jamais l'un sans l'autre. Je termine là. Parce que vous savez, quand un Africain vous dit qu'il est africain, tout en étant chrétien ou musulman, il se trompe d'adresse. Parce que le juif n'est que juif, monsieur. Vous ne pouvez même pas lui demander de céder une parcelle. L'arabe est arabe, monsieur. Si vous enlevez l'islam, il n'est plus arabe. Pareil pour le japonais. Il n'y a que chez nous où cette confusion, cette mauvaise confusion de genre, nous tire vers le bas en nous faisant adopter les catégories mentales des autres qui, par ailleurs, sont déjà désordonnées ailleurs. Vous voyez, il nous faut refaire. Mais nous restons dans la question du comment. Si la trajectoire culturelle africaine a été aliénée à un moment, donc nous avons perdu le nord, en quelque sorte, de notre développement. Nous nous sommes laissés envelopper dans une trajectoire, en fait, déviante ou déviée du développement. Ça fait longtemps que nous courons à perte. Comment on revient aux sources? Comment on revient? Le prof dit retour aux spécificités, d'accord. Lesquelles? Comment on revient? Prise en compte d'abord de celle-ci. Comment on revient? Prise en compte des spécificités. Oui, prise de conscience même de ce que nous avons des spécificités. Comment on Vous revient? dites il faut construire une boîte noire. Comment on construit la boîte noire? Nous sommes en 2017. Depuis quelque dans temps, un univers mondialisé. Depuis quelque temps, nous fonctionnons en cercle fermé qu'on appelle la Grande Confrérie panafricaine, où je suis avec le professeur Hazard, Vaudou, le Bouitier, etc. Nous nous retrouvons presque tous les 3 ou 4 mois. Nous écrivons les textes sacrés africains dans moins de 6 mois, pour que l'Afrique ait aussi ses zones de référence. Ça, c'est le comment. Puisque le président Talon a décidé qu'on aurait 5 hectares chez lui et on va faire notre mec au Togo, au Bénin. Nous devons rationaliser ça. Les autres ont leur mec, les autres ont leur Rome, les autres ont leur centre. Il nous faut aussi nos synagogues. C'est le comment. Deuxièmement, oui, allez-y, deuxièmement, la science. Je m'efforce depuis un certain temps d'écrire dans tous les domaines de la connaissance parce que ce que le professeur disait tout à l'heure, c'était qu'il nous faut les choses à nous. Bon, peut-être on reviendra tout à l'heure puisqu'on va aborder la question scientifique, la question de l'éducation tout à l'heure. Oui, évidemment, on ne fait qu'amorcer. Mais sur la construction de la boîte noire, évidemment, j'apprends maintenant, et les téléspectateurs, et peut-être d'autres personnes autour de nous ici, que certains traditionalistes africains sont en train de reconstruire la boîte noire. Intellectuels. Oui, mais déjà, ça souffre de préjugés, vous le savez très bien. Et ça aussi, c'est parti du moment de déviation ou d'aliénation, où chaque fois que vous parlez de vaudou, les gens pensent que c'est la magie, c'est la sorcellerie. Je me dis, c'est pas grave, Jésus était seul. Il était combattu, d'ailleurs on l'a buté. Mais vous avez vu, 2000 ans après, combien de personnes le suivent? Donc il est tout à fait normal que les gens ne soient pas d'accord. Mais il nous faut un commencement. C'est pareil pour Mohamed. Rien ne commence qui ne soit un danger. Je vais vous dire, même au IVe siècle, lorsqu'on fait du christianisme, la religion d'État, la moitié dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais pourtant, Constantin impose la religion d'État. Donc c'est pour vous dire qu'attention, dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qu'il faut faire et que par ailleurs, nous sommes en devoir de faire. Sinon, le contraire, on ne pourrait pas s'en sortir. Docteur Simodium, comment
Alors, comment? Là, c'est l'intelligence économique que j'interpelle. Je crois que les réponses ont fourni, les réponses ont été fournies sur le comment. J'identifie deux attitudes qui sont la curiosité et la protection, la prudence. Donc, dans la curiosité, il est question pour nous de comprendre la trajectoire des autres, de comprendre le pourquoi de ce parcours si violent de l'Occident, un parcours obsédé par la croissance, un parcours obsédé par la singularité et la compétition. C'est leur trait. Donc il faut absolument, de spécificité bien entendu, pour emprunter au profond. Donc nous devons comprendre le fondement de cette violence, de cette compétition, de cette lutte acharnée pour l'affirmation des singularités. Une fois que nous aurons compris cela, ça c'est pour exercer notre curiosité, nous devons prendre le résultat de ce processus de compréhension, non pas pour envelopper nos réalités, comme nous l'avons toujours fait jusqu'ici, mais beaucoup plus pour féconder nos réalités. Parce que si nous entrons en compétition avec des gens qui sont aussi violents depuis des millénaires, il va nous falloir des instruments de violence. Il va nous falloir... Parfois douce, hein? Bien entendu. Violence douce. Puisqu'il y a la domination, il y a l'influence. La force médiatique, par exemple. Exactement. Elle ne nous agresse pas forcément, mais elle nous entraîne. Nous avons parlé ici du soft power avec Joseph Nye. Cette façon d'influencer et d'amener l'altérité à agir en fonction de vos considérations et de vos intérêts, en croyant servir leurs propres intérêts. Donc, ce double mouvement qui commence par la curiosité doit s'achever avec la précaution. Parce que la précaution nous amène à comprendre que lorsque nous étudions l'autre, ce n'est pas pour adopter ces catégories, c'est pour mettre ces catégories à l'épreuve de notre matrice. Donc, nous devons mettre en place une matrice. La matrice, c'est l'ensemble des priorités qui sont les nôtres, qui sont nos spécificités. Quelles sont nos spécificités aujourd'hui? Et c'est une réflexion qui doit partir de notre société africaine traditionnelle, dans laquelle on a très bien constaté qu'il y avait une volonté d'harmoniser la société, une volonté d'établir l'équilibre entre le souci de la gestion économique et le souci de la gestion culturelle, un souci de solidarité, de convivialité, de partage. Là où l'Européen qui est arrivé avait travaillé beaucoup plus le côté individualiste, le côté compétition, le côté singularité. Donc, aujourd'hui, je suis pour une catégorie que Borbasson ne va pas beaucoup apprécier, c'est l'hybridité. Parce que, voyez-vous, nous ne pouvons plus aujourd'hui dire la religion chrétienne, c'est pour l'Occident. La religion chrétienne, c'est une catégorie aujourd'hui qui peut être neutre. Sur le plan stratégique, nous pouvons même l'instrumentaliser. Nous pouvons utiliser le christianisme pour atteindre nos objectifs. D'ailleurs, je me plais souvent à dire... Non, vous allez répondre juste à... Non, moi je ne pense pas de l'hybridité. Et je ne pense non plus le conflit. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui sont chrétiens le restent. Mais l'hybridité, c'est une mauvaise chose qu'on n'a pas pour soi. C'est-à-dire que quand vous êtes intuitif, parce que vous dansez bien le bikutsi, parce que vous battez bien le tam-tam. C'est une danse camerounaise, le bikutsi, pour ceux qui nous regardent dans l'Afrique. Vous ne faites pas la culture africaine. La culture africaine doit être dynamique. Vous devez faire la science de ce dont vous êtes en train de parler. Je veux vous dire, il y a des gens qui vont, ils regardent les pirogues, ils regardent les mailles, ils disent oui, voilà notre culture. Ce n'est pas votre culture, c'est les traditions. Ce sont les réponses que nos parents ont données à cette époque. Mais nous, on dit quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Nous n'avons plus de pertinence scientifique. C'est-à-dire, comme on a fait le bateau comme ça ou la pirogue comme ça, nous aussi on fait ça. Bon, comme on dansait comme ça, bon, on danse comme ça. Non, nous avons changé d'époque. Nous devons rationaliser pour qu'on n'entre pas dans une hybridité. Alors, je rappelle que vous êtes un haut responsable au ministère camerounais de la Culture. Hein. Juste soit dit en passant. Malheureusement, je fais que ça, mais les autres, non, ça ne suit pas. La définition de la culture comme une réponse qu'un peuple apporte aux problèmes qu'il rencontre à un moment donné de son histoire, c'est effectivement la définition que j'ai donnée ici la semaine passée. Et c'est à ce niveau que se situe l'intelligence culturelle. L'intelligence culturelle consiste à considérer les forces, parce qu'il s'agit d'un rapport de force, considérer les forces en présence et à instrumentaliser les acquis de toutes les forces en présence. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous replier sur nous en disant, voilà, vous êtes chrétiens, nous sommes de la culture africaine. Je persiste à dire qu'il y a 30 millions, il y a 30 millions de chrétiens en Chine et ces chrétiens ne sont pas liés au pape qui est au Vatican. Le christianisme entre les mains de la Chine, c'est un instrument
de même que le confucianisme, de même que le bouddhisme, de même que le shintoïsme au Japon. Donc, la religion doit devenir un instrument de guerre parce que si on ne le dit pas, par pudeur, moi je peux quand même de temps en temps l'affirmer, nous sommes en guerre et nous devons considérer que nous sommes inscrits dans un processus de rapport de force. Et c'est pour cela que je disais que nous devons étudier le fondement de la violence occidentale et emprunter certaines catégories qui peuvent nous permettre de gagner cette guerre dans laquelle nous nous situons. Alors, je pense qu'il ne comprend pas ce que je dis. On va prendre une petite pause, oui. Oui, je dis rapidement. Docteur, ce dont il est question, ce n'est pas d'aller chez l'autre sans savoir ce qu'on a. Et je persiste. Ce n'est pas parce que vous vivez chez vous que vous savez ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut mettre en livre, en science, tout ce que nous savons. Sinon, vous perdez tout quand vous allez chez l'autre. Parce que c'est le cerveau qui arrive à sélectionner sans vous. Ce n'est pas vous conscient qui sélectionnez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que comme ma cuisine est comme ça, comme les cases bamlékées sont comme ça, vous dites bon, je vais aller chercher pour l'autre. Non. Décrire la case bamlékée, quelle est sa structure, quelle est sa géométrie, elle est organisée comment, sur quelle base cosmogonique. Sa philosophie. Sa philosophie, ce n'est qu'à partir de ça que vous pouvez prendre chez l'autre. Notre drame à nous tous, c'est qu'on n'a jamais fait pour nous. On a pris ça intuitivement, on a la prétention d'aller être hybride, c'est faux. Donc, nos fondements à nous, notre socle à nous n'est pas solidifié. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça que je ne suis pas de la matrice. En fait, nous disons la même chose, sauf que... Non, là, c'est pas la matrice. J'ai dit la matrice, c'est-à-dire l'ensemble des priorités, des spécificités culturelles, socio-culturelles qui sont les nôtres. Je parle du socle de ce que vous êtes. Les priorités viennent après. C'est-à-dire que les priorités, c'est un choix après. Mais nous, on doit apprendre à nos enfants ce que cela est. Comme le petit juif, on lui apprend son judaïsme dès le début, et après, il cherche ses priorités. C'est la boîte noire dont nous avons besoin. Être capable de dire qu'en Afrique, le droit, c'est ça, l'économie, c'est ça, la religion, c'est ça c'est ça, et après, lui-même devient hybride. Mais vous faites le contraire, vous n'êtes jamais hybride. De toute façon, on respire juste quelques minutes, et on revient. Là, quand on revient, on y va pas à pas, vraiment point par point. Quelques points qui nous ont été suggérés par cet ouvrage que j'ai utilisé un peu comme le référentiel en préparation de cette émission. Et si l'Afrique se réveillait? Parti de 2003, réédité en 2016, un peu d'ailleurs comme Repenser l'Afrique, Repenser le développement, 2011, j'ai dit 2011 et 2016. Donc, il a fait l'auteur Paul Fokam Kamounié, qui est un magnat camerounais de la finance et qui aujourd'hui a une certaine vue, un certain regard sur un certain nombre de choses. On va, si vous le voulez bien, on va essayer de reparcourir un peu. Il a fait quelques propositions. On va les revisiter un peu en les enrichissant autant selon nos sensibilités respectives. Une petite pause et on se retrouve derrière. Alors, quels sont les traits caractéristiques de l'Africain? Nous sommes tous d'accord qu'on peut garder le terme développement. On est d'accord, professeur? Tout à fait. Maintenant, on y met nous-mêmes un contenu. Mbok Basson dit, avant de penser à y mettre un contenu, il faut que nous nous retrouvions. Qui sommes-nous, en réalité? Et je vous propose une démarche que je tire, qui m'est inspirée de l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure. Et si l'Afrique se réveillait, il fait un certain nombre de préconisations et de formulations. Et moi, ça m'a inspiré une démarche qui nous permettra de construire ou de déconstruire des préjugés. Je voudrais qu'on commence par des valeurs. La valeur travail. On dit que l'Africain est paresseux. L'Africain peut-il se développer en étant paresseux? D'abord, est-ce que c'est vrai? Pas du tout, pas du tout. Tout cela relève, à mon avis, des schémas totalement ressassés et qui ne sont pas vrais. Pour la bonne et simple raison que pourquoi est-ce que l'attitude de certains Africains au travail a-t-elle été acquise de cette manière? Parce qu'en fait, ce travail dont on parle, c'est un travail qui a été imposé de manière, je dirais, rusée. Parce que quand on introduit en Afrique le travail monnayé, c'est-à-dire qu'on vous demande de payer des impôts, et on choisit dans une famille quelqu'un qu'on va emmener dans du travail forcé,
pour produire cet impôt monétarisé. Bon, ça veut dire qu'en fait, on l'arrache de son milieu et on lui impose un fonctionnement, un, qu'il ne connaît pas, deux, qui n'est pas dans son intérêt, et trois, qui viole sa personnalité culturelle. Je crois que c'est là le dysfonctionnement majeur. Donc le travail dont on parle, ce n'est pas le travail des champs, ce n'est pas le travail de l'acquisition des connaissances au clair de lune, ce n'est pas le travail de la sagesse qui était transmise de père en fils, de mère en fille, etc. Ce n'est pas ce travail. C'est le travail rémunéré dont la grosse partie ne revient pas à celui qui l'effectue. Et c'est pour ça que nous avons développé un ensemble de dictons du genre, et moi je suis très réfractaire à ça, le travail du blanc ne finit pas. Donc il y a la contrainte, il y a une sorte de domination, mais il y a aussi une grande exploitation. Je crois que c'est ce travail dont il s'agit. Mais ce n'est pas le travail dans nos villages, où les gens travaillent au contraire, du matin jusqu'au soir, des fois sans discontinuer. Parce que c'est ça la vérité. Il y a des gens qui sont dès le matin au travail et qui n'en repartent que la nuit tombée. On ne peut pas dire qu'ils soient fainéants. Alors, en même temps, ce travail dont vous faites l'apologie, le travail de l'Africain, il ne crée pas suffisamment de richesse. On est toujours dans la pauvreté. Non, je voudrais ce qui laisse l'impression que l'Occidental, lui, il produit des richesses, il se développe, il avance. Bon, je crois qu'aussi que je crois qu'il faut qu'on soit bien clair. La catégorisation et l'appréciation. Il est important de revenir même sur la notion. Quand vous demandez dans nos langues, qu'est-ce que c'est que le développement? Personne ne vous parle de quantité. Tout le monde vous parle de qualité. C'est un rapport à l'autre humain. C'est ça le développement. Celui qui est riche dans le contexte de chez nous, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui qui a beaucoup de contacts humains et de réseaux de connaissances. C'est ça celui qui est riche chez nous. Donc je pense qu'il y a aussi là un problème. Beaucoup de ceux qui ont, entre guillemets, analysé l'Afrique dans les années du XVIIIe siècle et XIXe siècle n'ont rien compris à l'Afrique dont ils prétendaient être des experts. Parce qu'après, retourner en Occident, c'est eux qui faisaient des conférences soi-disant sur l'Afrique. Mais l'Afrique dont ils parlaient était une Afrique imaginaire qui sortait droit de leur cerveau, mais qui n'avait rien à voir avec la réalité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Pour nous, le travail réel consiste à se mettre à renforcer la communauté. Et c'est pour ça que quand vous avez volé à la communauté, la sanction est terrible. Le bannissement. Quand vous volez à un individu, on est encore prêt à vous pardonner d'une certaine façon. Donc je crois que le travail pour nous, ce n'est pas le travail forcé. Parce qu'en fait, c'est les constructions dont on parlait, les chemins de fer, les routes, les ponts, ça a été construit par qui? Par ce travail forcé. Et c'est pour ça qu'il y a un désintérêt vis-à-vis de cela, parce qu'on n'y trouvait pas notre compte. En fait, ce travail ne rapportait pas à ceux qui l'exécutaient. Et je pense que c'est ce paradoxe qui a créé cette distance, qui a créé même cette méfiance vis-à-vis du travail, qu'on a appelé, à tort ou à raison, le travail du blanc. Moi, aujourd'hui, je combats ça. Je dis qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut que nous créions des raisons pour un travail qui nous rend meilleurs et qui facilite nos conditions de vie ici et maintenant et aujourd'hui. Bon, alors, docteur Simodian, on est tous tombés d'accord tout à l'heure qu'on peut prendre chez l'autre ce qui est bien. Alors, je suis à la page 66 de cet ouvrage dont je parlais tout à l'heure. Dr Paul Fokam, il fait l'apologie du réveil asiatique. Et il pose une question. Comment ces économies, la Malaisie, l'Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Singapour, comment ces économies ont-elles pu, en si peu de temps, faire accéder des pays dépourvus de richesses naturelles au rang de puissance à rayonnement mondial? Il y a des raisons comparables à celles rencontrées en Occident. Différence déterminante, pourtant, le facteur travail en termes de qualité et de coût, car la qualité de la main-d'œuvre est comparable, le niveau technique demeurant en faveur de l'Occident. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait l'analogie avec l'Occident. Et il précise bien que si ces pays aussi, ces pays d'Asie ont pu se développer, c'est qu'ils sont su tirer de l'Occident la valeur travail. C'est parce qu'ils ont aussi su se préserver de l'Occident.
Parce que si le christianisme, comme on le disait tout à l'heure, était arrivé en Occident, et était arrivé en Asie, les Asiatiques auraient la conception du travail, la conception de la mythologie chrétienne du travail. Quelle est la conception de la mythologie chrétienne du travail? Le travail est une punition, c'est une sanction. Lorsque vous avez désobéi à Dieu, vous êtes infligé du travail. C'est un fardeau. Tout commence par là. Donc, à ce point? C'est dans la Bible, c'est dans la Genèse, le livre fondateur, c'est dans le tout premier livre. C'est parce que la femme a désobéi que Dieu l'a puni en lui disant « Tu seras obligé de travailler ». De la même chose à la femme et puis à l'homme, à Adam. Et puis, je crois qu'il y a même une expression qui est passée dans l'imaginaire et qui dit « La femme est en travail », c'est-à-dire elle est en cours de parturition. On appelle cela le travail, c'est le labeur, c'est pénible, c'est difficile. Dans cette conception du travail, l'Asie en a été préservée. Du coup, l'Asie a continué de considérer que ce n'est pas le travail qu'on crée la richesse. Et elle s'est investie au travail. Et je crois que de ce point de vue, le christianisme... Mais si le christianisme est occidental, en tout cas, de propagation occidentale, ben là-bas, ils ont eux-mêmes un rapport différent au travail. Ils ont un rapport différent au travail. Voyagé. Ils travaillent beaucoup les Occidentaux. Bien entendu, pour comprendre, ça n'a pas toujours été la même chose. Il y a une évolution de la conception du travail en Occident. Par le passé, on a eu la conception de la mythologie chrétienne. Elle a existé en Occident. Mais par la suite, on s'est rendu compte que pour transformer les sociétés, au sortir du Moyen-Âge, dans les années 1450, il fallait absolument travailler. Parce que l'Europe, avec la conception de la mythologie chrétienne, a perdu 1000 ans. Parce que le clergé et le féodalisme s'arrangeaient pour réduire en esclavage une bonne partie de la population. Et au terme de ces 1000 ans, on est revenu au travail avec les valeurs du protestantisme, avec les valeurs du calvinisme. C'est le travail. Tu prends ton destin en main et puis tu transformes ta société et tu n'attends pas d'aller au paradis pour vivre le bonheur. Donc tu deviens le maître du monde. Donc au sortir du Moyen-Âge... Ça a aussi promu le libéralisme. Bien sûr, au sortir du Moyen-Âge, on assiste donc à un mouvement de libération. On a parlé de la Renaissance avec l'invention de l'imprimerie et puis la découverte, la prise de Constantinople par les Turcs qui a fermé le commerce maritime entre l'Est et l'Ouest et qui a permis aux Européens de se réveiller et de se mettre à s'inventer des chemins par voie maritime pour faire le commerce, ce qui les a poussés à découvrir l'Amérique notamment. Parce que pendant 1000 ans, les Européens étaient dans leur confort, ils étaient paralysés par cette conception punitive du travail. Donc, sortis de cette conception punitive du travail, les Européens se sont mis à travailler davantage et puisqu'ils ont produit très rapidement des richesses, ils ont aussi commencé à faire ils ont entamé un autre mouvement inverse, c'est-à-dire la consommation. C'est pour ça que le nombre d'heures de travail est d'abord allé croissant et ensuite, au 19e siècle, il a entamé une courbe inverse, c'est-à-dire il a commencé à décroître. Pourquoi? Parce que la richesse a été créée et il faut la consommer. On a besoin de vacances pour aller manger ce qu'on a travaillé. On a besoin. Et l'Afrique s'est donc alignée sur cette pente inverse du progrès. On a commencé l'Afrique a été alignée sur cette pente inverse du progrès. La pente consommatrice. Oui, parce qu'elle n'avait pas encore produit la richesse et elle s'est mise dans son agenda qu'il fallait qu'elle travaille 35 heures, il fallait qu'elle travaille 32 heures. Le jour où ça va descendre à 20 heures là-bas, nous allons nous battre pour travailler 20 heures. Mais moi, j'aimerais vraiment insister pour dire que... C'est vrai que souvent on a la remorque sur cette question. Si les Africains veulent travailler 40 heures, ils travailleront 40 heures. Personne ne les oblige à adopter des heures de travail qui sont incompatibles avec leur niveau de progrès social. Donc, il n'y a personne qui nous oblige à adopter la semaine à 40 heures. Il n'y a personne qui nous empêche de dire nous allons travailler 80 heures. Vous avez parlé du Japon. Je crois que dans ce livre, le docteur Paul Fokam sort un tableau du temps de travail, de la durée du travail au Japon. Si vous lisez le Japon, vous allez voir à la Corée du Sud. C'est l'autre livre. Voilà, donc on s'est aligné. Moi, je préfère dire qu'on s'est aligné parce que nous n'avons pas suffisamment résisté, nous n'avons pas fait entendre notre conception du travail. Nous nous sommes alignés sur la pente descendante de l'Occident
qui avaient suffisamment travaillé et qui pensaient être déjà en situation de consommer, de prendre des congés, de faire de la plaisance, de rentrer de temps en temps dans le farniente. Donc le défi aujourd'hui, quand on dit comment travailler pour que l'Afrique se développe, c'est modifier la conception du travail. D'abord, le travail n'est pas une punition, c'est une partie de plaisir. Il faut que l'Afrique redéfinisse son rapport au travail parce que le passage de la mythologie chrétienne a largement égratigné le rapport au travail. Le rapport au travail doit être caractérisé par le plaisir. Le rapport doit être caractérisé par un contact qui est agréable. Le travail, ce n'est pas une punition, c'est une partie de plaisir. On doit prendre du plaisir pour travailler parce que sans travail, on ne peut pas transformer la société. Alors, j'aimerais vraiment écouter Mbamba Bokbasson sur cette question du travail. Toi, docteur Timoujom, tu imputes au christianisme la relativisation du rapport au travail, à la vérité. Tu insinues que c'est le christianisme qui a instillé la paresse. C'est un peu plus subtil que ça. Je crois que je pense que nous n'avons pas été à la hauteur de résister. Nous n'avons pas suffisamment résisté à cette injonction. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à une injonction. Si je dis, Cabral, couchez-vous, vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous vous couchez, c'est que quelque part, vous avez adopté mon injonction. Okay. Donc, la résistance à l'injonction de travailler moins n'a pas été suffisante. Ça nous permet donc, et j'y entre avec vous, Mbamba Bokbasson, il y a cette autre ligne directrice que propose Dr Paul Fokam dans son ouvrage, la confiance en soi. Et c'est d'ailleurs, on a écouté Alpha Condé tout à l'heure, professeur, il est revenu là-dessus. Il faut résister à la tentation du mimétisme. Je voudrais quand même résister à l'assistanat. Oui, professeur. La notion d'influence et la notion de puissance. Je crois que c'est bon de... Parce que, allez-y, prof. Oui, parce que le monde aujourd'hui n'est pas régi avec le bon vouloir des uns et des autres. Je crois que ce serait présenter une vérité un peu tronquée. Parce qu'il y a un rapport de force qui existe. Le problème pour les Africains, c'est comment se donner de la force et de la puissance. C'est ça. Mais dans le système actuel, il y a ce qu'on appelle l'influence et la puissance. La puissance, c'est la capacité de A à faire adopter à B un comportement qu'il n'aurait pas adopté s'il n'avait pas été ordonné de le faire de manière directe. C'est ça la puissance. Et l'influence, c'est la même chose, mais de manière indirecte, en utilisant d'autres leviers, mais pour obtenir le même résultat. Ça, c'est l'influence. Donc ce n'est pas direct, mais c'est indirect. Alors, il y a quand même un certain nombre d'instruments dans le monde, et un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour amener ceux qui ne veulent pas aller vers une direction à y aller quand même. Et je pense que c'est ça qu'il faut inverser. C'est sur ça qu'il faut travailler désormais. Et à se donner, pour l'Afrique, il n'y a pas de honte à dire que l'Afrique doit adopter une politique de puissance. Ce n'est pas une honte de le dire. Nous étions 250 millions en 1960. Aujourd'hui, nous sommes, à partir de novembre 1989, nous avons dépassé le cap du milliard d'habitants. Donc ça veut dire que nous avons à l'intérieur du continent ce que je appelle, moi, une puissance, une masse critique. Voilà, une masse critique pour impulser le développement, à condition que nous nous donnions les outils de le faire, mais surtout la conscience de le faire. Ce qui manque surtout en Afrique aujourd'hui, c'est la conscience de nous-mêmes. Je suis d'accord. Beaucoup d'Africains sont les premiers anti-africains. Quand nous tenons le langage que nous tenons, et Dieu seul sait, les conférences que j'ai pu donner à travers l'Afrique, mais à travers le monde, mes premiers contempteurs, quand je parle d'une capacité de l'Afrique à s'en sortir, malheureusement, c'est d'abord les Africains, qui n'y croient pas, qui pensent que ce sont des rêves d'un universitaire. Il sortira de ce rêve pour revenir soi-disant à la réalité. Mais quand vous avez cette posture mentale, vous ne pouvez pas avancer. Alors, Mbamba Bokbasson, vous qui dites revenons aux sources, reconstruisons le socle. La bonne noire. Il faut donc aujourd'hui faire face aux puissants et aux influenceurs. C'est la spiritualité. Ça revient au même. Comment on sort de là? La confiance, ce n'est que la spiritualité. Qu'est-ce qui dope l'esprit? Quand le médecin vous dit, si vous y croyez, vous n'allez pas mourir, vous pouvez vaincre la maladie.
Parce qu'il faut faire que le cerveau entre en résonance avec de nouvelles capacités créatrices qui font que vous réduisez sa chute. Si vous dites au cerveau que vous ne voulez pas être riche, il va vous dire moi-même je ne voulais pas être riche. Si vous lui dites que je serai riche, il exécute. Le cerveau fonctionne par la volonté. Et cette volonté ne peut être que spirituelle. Je vous explique pourquoi. L'Occident du 9e au 14e siècle est dominé par l'islam. C'est l'islam arabe qui lui enseigne d'où viennent ses ancêtres. L'Occident arabe découvre ses ancêtres par les Averroès, tous les savants là qui sortent en Andalousie. Voilà, en Andalousie, surtout dans la zone d'Andalousie. Alors l'Occident dit que, mais si ce sont mes ancêtres qui ont tout fait, je fais quoi avec les Arabes? C'est ça la Renaissance. On recommence à étudier la Grèce et Rome. On reporte sur la Grèce et Rome les capacités d'initiative nouvelles. On réétudie Platon, on réétudie Aristote, on réétudie les mœurs métaphysiques de la Grèce et ça donne ce que vous voyez, le siècle des Lumières. C'est pour ça que je vous dis, ne vous trompez pas. Périclès, bien sûr. Nous, c'est pareil. Le Mali était première puissance du monde. Tombouctou, c'était tout le monde y venait. C'est de là que vient tout ce monde arabe qui va coloniser l'Andalousie. L'Égypte pharaonique, pareil. Mais qu'est-ce qui a créé ça? Ce n'est pas la discipline pour la discipline. C'est la spiritualité qui était en vogue. La preuve, il n'y avait pas de prison. Comment vous pouvez avoir 500 millions d'habitants dans un empire comme le Mali sans une seule prison? Sans qu'il y ait un seul chômeur? Mais posez-vous des questions. Les calculs de Louise-Marie Diop-Maïs nous disent qu'avant la colonisation, il y avait 800 millions d'habitants dans cette Afrique que vous voyez. Presque le même taux qu'aujourd'hui. Comment le Cameroun, qui a 20 millions d'habitants, a les prisons pleines, et comment un empire de 500 millions d'habitants n'a pas de prison, y compris dans nos villages actuels où il n'y a pas de prison? Parce que c'est une vision du monde différente. C'est pour ça qu'ils se sont développés. Et lorsque le christianisme et les missionnaires sont arrivés, ils ont cassé la mouvance et on a des retombées d'une élite malsaine, incompétente, qui triche partout, qui va chercher tout. Et brusquement, vous ne pouvez pas avoir de développement. Et qui se reproduit aussi. Vous ne pouvez pas avoir de développement face à une élite comme celle-là. Donc il nous faut refaire la Renaissance. N'oublions pas que l'occidental ne vient plus maintenant. Il se fait remplacer par nous-mêmes. Mais par nous-mêmes, c'est pour ça qu'on doit faire la Renaissance, exactement comme ils l'ont fait avec le monde arabe qui les a colonisés. Sauf que vous avez des contempteurs pour emprunter aux profs qui, lorsqu'ils essayent de vendre une autre vision de l'Afrique, ce sont des Africains qui s'opposent à lui. D'abord. Mais c'est d'autres Mbambok qui vont s'opposer à toi, Mbambok. Oui, mais la Renaissance ne s'est pas faite facilement. Vous avez entendu Galilée, il a failli à mourir. Son ami Giordano Bruno a été brûlé. La chasse aux sorcières, l'Inquisition. Mais la résistance a toujours été. Je vais dire que ce que vous voyez n'est pas fatal. C'est même parce qu'il y a ça que nous devons résister. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le désordre. Le désordre, si vous ne l'arrêtez pas et vous ne mettez pas en marche une négantropie, comme on dit, vous êtes mort. Parce que c'est une loi naturelle, la mort. Une société qui ne s'éveille pas à sa vie décède. Pourquoi ils sont sur nous? Parce qu'on est un cadavre. Quand un cadavre est pourri, les mouches viennent. Et pour que les mouches ne viennent pas, il faut renaître. Pour renaître, il faut reconstruire mentalement et scientifiquement la société. D'où le travail de Cheikh Anta Diop. Vous êtes juriste de formation? Non, je suis géologue. Non, vous êtes géologue. Pourtant, vous êtes auteur de cet ouvrage. La théorie du droit en Afrique, concept, objet, méthode et portée. Moi, je l'ai commandé parce que je suis juriste de formation. Je me suis dit, ben, tiens, s'il y a un ouvrage sur la théorie du droit en Afrique, ben moi, je vais me le procurer. J'avoue que je ne l'ai pas encore entièrement lu. Mais je vous pose la question, j'ai eu envie de vous la poser depuis. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et c'est dans le prolongement de la question que j'ai posée au prof tout à l'heure. Vous êtes en train de systématiser, je rappelle que dans l'université de Yaoundé 2, il y a par exemple tout un département de théorie du droit où tous les grands ouvrages qui sont étudiés sont effectivement des ouvrages français, américains, puisque le droit que nous apprenons, c'est le droit gréco-romain, romano-germanique, c'est ce droit qui est revenu en Afrique. Donc vous pensez qu'il y a un droit africain, encore qu'on pourrait trouver une nuance dans votre titre, la théorie du droit en Afrique et la théorie du droit africain, ça pourrait être deux choses. Mais s'il y a des royaumes africains, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y ait le droit? Vous pensez que l'empire du Mali s'est fait comme ça? C'est ça le problème.
Vous pensez que les Juifs se font comme ça avec le droit positif? Le droit positif est tardif. Avec Machiavel, tout au plus bas Aristote, c'est vrai, mais ce n'était pas ça le droit positif. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je tente de faire ce que les autres devraient faire. Nous tous, nous devions faire. J'ai aussi écrit en économie, une théorie économique africaine. J'ai écrit la philosophie africaine. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais les autres ne sont pas préoccupés. Ils ne sont même pas passionnés. Du coup, je me donne un projet. Justement, l'Afrique ne passionne pas beaucoup de chercheurs. Parce que c'est le niveau d'aliénation qui est atteint. Vous êtes dans une nasse complète. Le professeur Ngando m'a permis de faire un séminaire là-bas et je m'en suis rendu compte. Oui, il est le chef il est par ailleurs le directeur du centre de ressources documentaires de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. Et il est chef du département de pluralisme, théorie et pluralisme juridique. L'avantage, c'est que l'historien du droit, donc il sait que personne ne peut s'accaparer la légitimité du droit. Et c'est ainsi qu'il m'appelle. Or, je me rends compte que les étudiants ne savent rien sur les enjeux du droit, de la pensée qui se fait. J'ai été obligé de refaire près de 20 pages pour leur dire que ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'eux, ils pensaient que c'est moi qui leur apporte des choses qui me passent par la tête. J'ai dû prendre tous les auteurs qui disent de l'Afrique des choses extraordinaires pour leur dire vous-même lisez. Voilà ce que vos maîtres eux-mêmes. Vous aimez les Blancs? Je vous donne donc ce que les Blancs écrivent. Le problème, c'est que vous ne voulez pas lire. Vous voulez vous contenter de ce peu-là qui est venu tardivement et puis vous croyez que c'est sur cette base que vous allez... Vous abordez là une question qui est si chère au professeur Pondi. Je rappelle qu'à l'Université de Yaoundé 1, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait une foire du livre. Et on échangeait sur la 40 000 livres et il me disait qu'il ne sentait pas un réel enthousiasme des étudiants à aller s'en procurer. Parfois, somme très modique. 1000 francs. 500 francs. 500 francs, c'est pas. Mais les enseignants, même ça ne les intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'abord la méthodologie. Il ne faut plus permettre aux étudiants de faire des thèses si la question posée ne s'en réfère pas prioritairement, au moins dans un chapitre ou une première partie à l'Afrique. Parce que ce vide qu'on crée autour de l'Afrique, vous faites des thèses de droit, des thèses d'économie, mais nulle part on ne dit ce que l'Afrique a fait au produit. Comment voulez-vous être compétitif pour demain? Ou bien fier. Ou fier de vous-même. Surtout que sur ces questions qui sont un peu aériennes, les Occidentaux, ils ont travaillé là-dessus. Parfois parce que la ressource documentaire aussi est plus accessible quand on travaille sur ces questions qui ont été abordées par les Occidentaux. C'est le manque d'audace. Même si on vous montre ce qui a été dit, si c'est même dit par un blanc que pouvoir, bon, vous allez dire que c'est pas bon. Tu vois, la question est là. La question de la théorie. Quand on met chapitre 1, la Constitution, chapitre 2, les partis politiques, chapitre 3, les syndicats, je dis au hasard. Mais ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous avez une tradition de théorie politique des partis, des syndicats? Il faut que nous remettions les théories dans tous nos systèmes éducatifs. Théorie du droit, théorie de l'économie, théorie de l'architecture, sociologie, philosophie, etc. L'Africain qui n'a pas ça est un mauvais Africain. Il va produire dans le cadre du relais du modèle occidental qui par ailleurs l'a servi. Vous voyez, on est en train de nourrir l'Occident de nos propres turpitudes en ayant le sentiment qu'on est des gens sérieux. C'est bien d'être professeur et même agrégé. Vous remettez en cause l'agrégation. Pour dire le droit positif que je vois, dans ce livre, j'ai un objectif. Je dis, le modèle du droit occidental est un mauvais modèle, puisqu'il s'en tient à un président et à des États qui s'en tiennent à leurs seuls intérêts contre les autres. Est-ce qu'un droit doit le faire? D'abord éthique, sur le plan éthique. Ensuite sur le plan scientifique. Parce que le modèle africain est fondé sur l'ordre de l'univers indépassable. Alors que le modèle occidental est fondé sur la subjectivité d'un peuple historiquement situé. D'ailleurs, il vient même tardivement dans l'expérience de vie humaine. Et il a la prétention de dire le droit pour tous les peuples qu'il a servi avec l'épée. Quel est ce droit qui marche avec l'épée? Vous voyez, il y a quand même des choses. Vous devez réfléchir. Ça je n'ai pas la prétention d'avoir fait grand-chose. Mais si vous vous en emparez, vous allez vous rendre compte dans tous les domaines. L'Occident ne peut pas rivaliser avec la pensée africaine. C'est notre défaite mentale qui nous le fait croire. Je vais prendre la définition pour terminer de l'Afrique. Connaître grand C, au sens où Edgar Morin l'entend, c'est comprendre l'ordre de l'univers
et agir en toute connaissance de cause en fonction de cet ordre. Les deux sont importants. L'Occident sait scientifiquement, il ne connaît pas l'ordre de l'univers et il n'est pas capable d'agir en connaissance de cause. C'est la seule définition de la connaissance qui puisse exister que l'Afrique, les maîtres de la connaissance ont donnée.